Bien le bonsoir et bienvenue sur ce podcast. Installe-toi confortablement au coin du feu, mets-toi bien, parce qu'on va discuter un petit peu, toi et moi. Alors de quoi va-t-on discuter d'ailleurs dans ce Au coin du feu numéro 3? Eh bien j'aimerais très rapidement revenir sur un concept, enfin très rapidement, j'aimerais revenir sur un concept dont je t'ai parlé dans le podcast précédent. Plutôt une phrase que je t'ai dite, c'était «Tu es ce que tu consommes». Alors la phrase originelle, c'est plutôt tu es ce que tu manges. Je pense que tu as sans doute déjà entendu, tu déjà dû l'entendre. Et je suis amplement d'accord avec cette phrase. Alors j'essaye d'aller un petit peu plus loin en disant: «Tu es ce que tu consommes». Néanmoins déjà on va se baser sur le «tu es ce que tu manges». Si tu veux, il y a pas longtemps, c'est marrant parce que j'ai regardé un documentaire sur, un documentaire sur les habitudes alimentaires. C'est pas évident à dire. Et du coup, en fait, si tu veux, c'était passionnant de voir à quel point simplement ce que tu manges peut influencer la personne que tu es. Ça influence tes prises de décision, ça influence ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ça façonne ton être en réalité. Une chose aussi anodine, parce qu'on le fait tous les jours, on le fait 2 fois par jour même, généralement, tu te dis: «Mais putain, mais ça peut pas avoir autant d'impact sur moi». Et bah si, ça a un impact énorme. Et ce qu'ils avaient fait dans ce documentaire, c'était super intéressant. En fait, ils avaient pris un échantillon de personnes qui étaient déprimées. Attention, ils n'étaient pas en dépression, ils étaient déprimés, c'est différent. La dépression est une maladie et elle se fait sur le long terme. Et en termes d'intensité, c'est assez élevé. Alors après, attention, source Elio, hein, allez vérifier. Et mais du coup, la déprime, quelqu'un qui est déprimé, c'est sur un court ou moyen terme et l'intensité est un peu plus faible. Bref, du coup, ils ont pris, des gens qui étaient déprimés et donc ce qu'ils avaient fait, c'est simplement, ils avaient changé leur habitude alimentaire et ils ont noté une baisse drastique de leur déprime. Et c'est dingue, je trouve, de voir à quel point ça peut influencer, une chose aussi lourde que la déprime. Généralement, tu sais, quand tu es déprimé, si jamais tu l'as vécu, tu essayes de changer, je sais pas, des habitudes par rapport à ton état, mental, à ta façon de penser ou même tu de sortir, tu de voir du monde, tu de voir tes proches, avoir du soutien et cetera, faire de nouvelles activités. Et ben là, non, ils ont simplement changé leur habitude alimentaire et c'est voilà, c'était bon après c'est pas le remède miracle bien sûr, hein. Si tu es en dépression, consulte, fais une thérapie, c'est super important. Prends soin de toi, prends soin de ta santé mentale, c'est très important. Mais quand même, voilà, c'est important de se pencher sur qu'est-ce qu'on mange, sur, notre façon de consommer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, c'est l'avènement de la junk food, entre les Burger King, les McDo, les aux tacos et cetera. Et attention, je ne dis pas que c'est mauvais. Enfin, si, c'est mauvais sur le fond, mais je vais te prendre mon exemple personnel. Les vendredis, je me fais plaisir. Les vendredis, je me dis: «Allez, soit on se fait une pizza, des sushis, n'importe, hein, j'ai une envie, je l'assouvis». Pourquoi? Parce que tout le reste du temps, bon, bah, ça va, j'essaie de plus ou moins bien manger. Je fais quelques écarts, on va pas se mentir, mais tu vois, c'est gratifiant d'une certaine façon. Si jamais tu manges, je ne sais pas, un McDo tout le temps ou alors, tous les 3 jours, tous les 2 jours, ça perd son intérêt. Tu sais, quand il y a quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir et que tu le surconsommes, bah, le plaisir s'en va assez vite. Pourquoi? Parce que c'est plus occasionnel. Le mieux, c'est quand c'est pour fêter des événements. Tu sais, par exemple: «Ah putain, là, j'ai passé une bonne semaine, j'ai fait mon sport, j'ai bien interagi avec des gens socialement et tout». C'est pas du tout mon exemple, hein, c'est pas ça parle pas de moi, hein, du tout. Mais du coup: «Ah putain, OK, j'ai vraiment bien réussi cette semaine, j'ai bien lu et tout». J'ai bien lu, pardon. Et donc pour me féliciter, allez, on va se faire plaisir, on va se faire un petit resto, un petit nanani, un petit nanana. Et en fait, ça motive. Ça motive parce que les semaines d'après, tu vas te dire: «Ah putain, j'avais vraiment kiffé ce moment-là, j'avais passé une bonne semaine, j'avais passé, un bon moment avec une bonne bouffe et tout, avec de bonnes personnes, bah, je vais recommencer». Ça motive, comment dire? C'est un cercle vertueux. Vraiment, c'est incroyable et c'est de voir vraiment à quel point ça peut influencer la personne que tu es et il faut en prendre conscience. Je pense que c'est, c'est un des premiers pas pour aller bien dans sa vie. Prendre conscience des choses. Je ne dis pas de mettre des actions directement dessus, mais par contre, si tu es dans le déni, si tu réalises pas quelque chose, comment tu veux pouvoir le modifier? Comment tu peux pouvoir aller mieux si tu ne sais même pas d'où ça vient? D'où vient le mal-être d'une certaine façon?
Et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment dingue en fait de réaliser à quel point ça peut avoir une influence dans sa vie. Mais comme je t'ai dit, j'aime bien aller un petit peu plus loin en disant: «Tu es ce que tu consommes». Pourquoi? Parce que, bah, j'en avais parlé du coup dans le podcast précédent. Prenons quelqu'un qui fait 2 heures de scroll sur TikTok. Il scrolle sur TikTok pendant 2 heures et prenons une autre personne qui lui, en l'occurrence, se baladera en pleine nature pendant 2 heures. Mais l'impact sur la personne, sur l'être, sur qui il est, mais ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. D'un côté, bah, du coup, tu as quelqu'un qui scrolle sur TikTok, qui, à chaque, scroll a un petit shoot de dopamine, après il aura plus de je sais pas si ça fonctionne réellement comme ça, j'avais cru entendre que ça fonctionnait comme ça, mais il n'aura plus, de stock de dopamine parce qu'il aura tout épuisé, il sera là, il aura pas de concentration, il sera là: «Putain, j'ai pas bougé, j'ai rien fait». En plus, du coup, un mal, entraîne un autre mal, d'une certaine façon, dans le sens où, bah, du coup, ah, je vais scroller sur TikTok, je vais rester dans mon lit, je vais pas bouger, je vais pas aller au sport, je vais pas sortir, je vais rien faire. Alors que quelqu'un qui va en pleine nature, même quelqu'un qui n'aime pas, hein, forcément la nature, quelqu'un qui sort, il a une interaction avec le monde, il a, son cerveau est perpétuellement actif par rapport aux éléments qu'il y a autour de lui. Il prend l'air, il juste voilà, il vit en réalité. Parce que en fait, on s'en rend pas compte, mais, la technologie c'est tellement récent. Tout ce qui nous entoure là, les écrans et tout, c'est extrêmement récent. Sur, l'échelle sur la période de l'humanité, c'est infime quoi. C'est tellement récent et on s'en rend pas forcément compte. Mais prenons l'exemple de nos grands-parents, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ça du tout. Ils sortaient tout le temps, ils étaient tout le temps dehors. Après bon voilà, ils avaient certaines technologies, mais pas autant que nous. Nous on est tellement, conditionnés à avoir notre téléphone. Dès le matin, hop, tu sors ton tel, tu scrolles sur TikTok ou sur Insta ou n'importe. C'est maladif en fait en réalité. C'est maladif et faut en être conscient et voir toutes les répercussions que ça pourrait avoir. Et encore là, je parle sur un adulte, mais prenons un enfant. Je vais prendre directement mon exemple encore une fois. Je vais bien prendre mon exemple. C'est assez parlant. Non mais regarde, quand j'étais adolescent ou même pas adolescent, qu'est-ce que je dis? 6 7 ans, j'ai été mis devant des jeux vidéo très violents, directement. Des GTA Vice City, des Call of Duty et tout. Ça a eu une influence énorme sur la personne que je suis aujourd'hui et sur ma scolarité, hein, notamment. Parce que, bah, typiquement au collège, c'est simple, je partais de la maison pour aller au collège, je pensais à Skyrim. J'étais au collège, je pensais à Skyrim. Et quand je rentrais, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je faisais mes devoirs? Est-ce que j'avais suivi dans tous les cas tous les cours que j'avais eu avant? Non. Pourquoi? Parce que ce qui était constamment dans mon crâne, c'était Skyrim. Parce que putain, je prenais tellement de plaisir. Et en somme, est-ce que c'est mal? Oui. En somme, c'est mal parce que c'est la quantité qui fait le poison. Mais bon, voilà, tu joues un peu à Skyrim de temps en temps quand t'as fini tes devoirs, quand tu dissocies en fait le plaisir de la vie réelle. Voilà. Parce que putain, bah oui, jouer de temps en temps, ça fait du bien. Là, j'ai fini Clair Obscur Expédition 33, un jeu magnifique, un jeu sublime. Je pense que j'en parlerai peut-être dans un podcast un peu plus court pour dire à mon impression par rapport à ce jeu. Mais voilà, mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais t'imagines faire ça tout le temps? Pareil, ça perd son intérêt, ça perd sa valeur en réalité. Alors que faire ça de temps en temps, ah putain, là, je vais me faire une petite lane, petite soirée gaming. Allez hop, petite soirée gaming, Charles et Monster, les petits trucs, parce que voilà, c'est la fin de la semaine, je me fais un peu plaisir. Putain, mais tu prends tellement plus bah, tu prends plus de plaisir. Voilà, tout à fait, tu prends plus de plaisir. Et voilà, je trouve ça dingue de voir toutes les répercussions voilà, que ça peut avoir sur un enfant notamment. Sur un enfant, c'est horrible, hein, je l'ai vu, hein, tu prends un gamin, tu le mets devant la patte patrouille, devant le téléphone même, hein, devant le téléphone, mais tu prends un autre enfant, ou tu le fais sortir, tu lui fais découvrir des livres, des bouquins adaptés à son âge, bien sûr, tu vas pas lui donner du tu vas pas lui donner du Schopenhauer ou ce genre de choses directement, mais ou du Nietzsche. Mais tu vois, tu lui mets devant des jeux éducatifs, des jeux, même des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont super éducatifs. T'as des énigmes, t'as des machins, tu dois comprendre. Après voilà, tu fais pas que ça. Tu sors,
t'as plein d'activités pour développer un enfant. Un enfant, c'est une éponge. En réalité, je dis ça, je suis même pas parent. Mais un enfant, c'est une éponge. Si tu lui mets quelque chose, si tu lui apprends quelque chose, il intègre directement. Il intègre directement. C'est abusé. Vraiment, et les enfants ont une capacité d'adaptation et d'assimilation, voilà, sur plein de choses différentes. Et c'est dingue. Il faut en être conscient. Putain, c'est quand même, c'est un futur adulte. C'est une personne. Et il aura sa façon de penser. Il aura plein de choses derrière qui vont en découler. En réalité, toutes ces relations sociales et tout. Et c'est un peu pour faire mon tribunal d'une certaine façon, mais ça me rend ça me rend perplexe et ça me dit mais putain mais comment j'ai fait pour en arriver là. Après bien sûr je suis pas un grand intellect ou quoi, mais j'essaie vraiment de m'informer, de lire des bouquins, d'essayer de me développer intellectuellement et physiquement. Et comment ça se fait que j'ai eu pas ce déclic, parce qu'il y a pas eu vraiment de déclic en réalité, il y a pas eu un moment charnier où je me suis dit: «Ah putain, là c'est bon, je vais me développer». Mais tu sais, par rapport à ce que je t'ai expliqué aux jeux violents et tout juste avant, mais putain, mais j'aurais pu finir mais 1000 fois plus mal, mais accro aux jeux, accro à plein de choses et névrosé et tout. Après bien sûr, j'ai mes défauts, j'ai mes névroses et cetera, j'ai plein de choses qui ne vont pas, mais j'essaye tout de même d'aller de l'avant et pas de rester, dans l'optique de ne rien faire et de même pas et m'intéresser à quoi que ce soit, pas m'intéresser à quelconque concept, intellectuel et cetera. Alors que c'est super important pour soi et pas après bien sûr si ça t'intéresse. Parce que voilà, si, de base c'est ça ce qui est intéressant, c'est l'inné et l'acquis. Si de base ça t'intéresse pas, bien sûr tu ne vas pas te forcer. Si les trucs, manuels sont plus naturels pour toi, bah voilà, fonce, fonce là-dedans parce que c'est quelque chose qui te parle plus. Mais tu vois, ouais, je pense que c'était maintenant que c'est vraiment super intéressant le podcast parce que c'est un peu une thérapie. De certaine façon, tu te rends compte, au fur et à mesure que tu parles de certaines choses. Et là, je viens de me rendre compte qu'en réalité, c'était peut-être, inné. Le fait de vouloir m'intéresser à la sociologie, à la philosophie, un petit peu à la psychologie, mais vraiment léger. Et c'est à ce genre de choses, c'était peut-être, inné, d'une certaine façon, et j'ai juste pas grandi dans un milieu qui pouvait, m'aider par rapport à cela. Après c'est comme ça, on grandit, on ne choisit pas où on grandit, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas où on est. J'ai déjà eu beaucoup de chance parce que, bah, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Voilà, c'est déjà bien. Après il y a eu plein de choses, compliquées, mais déjà c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je pense qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a eu. Pour ce qu'on a eu, même si c'était pas évident. Essayer de voir un peu le positif. Souvent je sais que personnellement j'ai très souvent tendance à voir les choses un peu noires, mais du coup, relativiser, de se dire: «Putain, et quand même là, j'ai l'eau courante, j'ai le chauffage». Il y a plein de gens qui ont pas ça. Il y a plein de gens qui ont pas ça. J'ai des supermarchés. C'est juste un géant supermarché, je peux aller me nourrir. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Simplement, il faut en être conscient. Comme encore une fois, je pense que je l'ai dit au début, il me semble, mais être conscient des choses, c'est le premier pas pour changer les choses. Être conscient ouais, de tout cela. Bref, du coup, pour, revenir un petit peu sur la phrase: «Tu es ce que tu consommes», je voulais faire un parallèle avec un de mes films d'animation préférés. Alors j'en ai 3. Je vais pas noter le 1, le 2, le 3 parce que je mets les 3 au même niveau. Le premier, c'est Le Voyage de Chihiro. Il a une place vraiment centrale dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte par rapport à ce film. Film des studios Ghibli, mon premier Ghibli en plus. Je me souviens, j'étais donc, chez mon père et du coup, ouais, je devais partir vers 17h et il était 16h et tout et je swipais, je zappais les chaînes de la télé, il y avait rien, je m'ennuyais et là, je tombe sur un dessin animé, je me dis: «Bon allez, on va regarder ça». Je regarde et tout, nanani nanana, et là, je regarde et plus je regarde et plus je trouve ça intéressant. Plus je trouve ça sympa et je trouve l'univers captivant et tout, et je suis là et je regarde et je regarde et puis je me dis: «Mais c'est incroyable, en fait», et au fur et à mesure du temps, je suis là: «Mais c'est dingue, mais je veux voir la suite». Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est 17h, faut partir. Tu auras pas le temps de finir, mon petit gars. Mais bien sûr que je voulais finir ce film. Il m'a tellement captivé, il m'a tellement touché. Je me suis dit: «Mais je ne peux pas rester là-dessus». Donc je suis rentré et j'avais pas du tout prévu ça, mais je me suis posé devant le film. J'ai lancé un petit site de streaming, tout à fait légal, hein. Et du coup, j'ai fini ce film et ça m'a bouleversé. C'est mon premier Ghibli, donc forcément il y a la nostalgie derrière en plus. J'étais assez jeune, c'était, ouais, fin collège, un truc comme ça, et ça m'a vraiment percuté. Le personnage de Chihiro est très,
en fait, tu peux facilement t'identifier en plus quand t'es jeune. L'univers est tellement varié, tellement incroyable que bien sûr ça te fait appel à l'imaginaire, à tout ça, tout ce qui est en toi quand t'es enfant. C'est sublime. C'est une ode à l'enfance en réalité. C'est ça, c'est une ode à l'enfance, je trouve. Donc voilà pour le voyage de Chihiro. Un autre film du coup qui m'a profondément marqué, c'est Le Chapeauté 2. Le Chapeauté 1 qui était cool, mais bon, voilà, sans plus. Mais Le Chapeauté 2, est-ce qu'on en parle un petit peu de ce film? Mais ce poulet, mais c'est incroyable. Le Chapeauté 2, c'est simple, je l'ai vu au cinéma du coup, et ça faisait depuis le Joker, le premier Joker, je crois que c'est 2019, un truc comme ça, que je n'avais pas ressenti une sensation comme ça. Vraiment, je regardais le film, le Joker, et je souriais pas par contre, la différence du Chapeauté 2, mais j'étais là, putain, je ressens vraiment les émotions. Je ressens tellement les émotions, je ressens vraiment quelque chose devant cet immense écran. En plus, on avait eu un orchestre et tout juste avant le film Joker, c'était trop bien. Et Le Chapeauté 2, je me suis surpris à sourire. Et je me suis vraiment dit: «Putain, mais là, t'es en train de sourire parce que t'aimes le film». En plus, j'avais regardé les bandes annonces, j'étais là: «Bon, ouais, vite fait», et c'est peut-être pour ça aussi, parce que je n'avais pas d'attente. J'avais pas d'attente par rapport au film. Je me suis dit: «Bon, bah, allez, on va voir Chapeauté 2. Le premier était plus ou moins cool et là, on va voir le 2. Voilà». Mais putain, mais la claque, et pourtant, l'histoire n'est pas complexe, il n'y a pas de sous-intrigue, il n'y a pas de sous-texte derrière. Enfin si, il y a un sous-texte par rapport à la mort et cetera, mais ça reste léger. Ce n'est pas une intrigue extrêmement compliquée à la SNK, à la clair-obscur, c'est pas du tout très complexe. C'est vraiment percutant, de certaine façon, par sa simplicité. Le personnage, ah putain, j'ai oublié son nom. Le personnage du chien, j'ai oublié, Pegrolito? Un truc comme ça, c'est un prénom espagnol que le chapeauté lui a donné, est très touchant, est très, très touchant, et pourtant quand j'avais vu la bande annonce, je me suis dit: «Oh là 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 là, le sidekick, le personnage sidekick par excellence, il va pas être drôle, il va juste être là pour les gamins». Mais non, mais non, il est touchant par sa simplicité, par sa dévotion, par son amour qu'il porte parce qu'il en a jamais eu, et par son humour aussi. En fait, j'allais dire il est subtil, non, il n'est pas subtil pour un sou, néanmoins il a si, il a une forme de subtilité dans son humour. C'est très étrange, j'arrive pas à le déterminer, mais il est vraiment très drôle. Ce film est drôle et percutant. Et putain de bordel de merde, il a le meilleur antagoniste ever par rapport au film d'animation. De toute façon, DreamWorks en termes d'antagonistes sont très très forts, hein. Ils sont très très bons, mais putain, mais la mort. Oh là 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 là. Ah oui, bon, ça va, spoiler rapidement plus ou moins. Mais quel poulet ce personnage. Déjà la VF, elle est magistrale. J'étais là quand j'ai entendu la VF, je me suis dit: «Mais waouh! T'entends cette voix grave et tout». La VF est vraiment très bonne. Après la VO aussi est très bonne. La VF québécoise, il me semble que du Loup du coup est incroyable aussi, mais il met une pression. Vraiment, il y avait des enfants dans la salle, je me suis dit: «Mais putain, mais waouh! Je ne serais pas serein d'emmener mon gamin là, de voir ces scènes parce que c'était vraiment angoissant, je trouve. Ça me faisait un peu comme l'effet, de Alien. Vous savez, le monstre n'est pas là, mais tu sens sa présence. Tu sens son oppression là, ça t'oppresse. Ou alors comme La Mouche, il y a le film La Mouche, le vieux film là de Cronenberg. Pareil, pression, tu là, tu ne vois pas le monstre, mais tu sais qu'il est dans les parages et tu sais qu'il peut te sauter dessus à tout moment. Et là, c'est pareil. C'est pareil, il a une pression, et à chaque scène où tu le vois, il est tellement charismatique, il est tellement là. Et le chapeauté, pareil, tu sens qu'il a peur, mais pourtant il y va. Et il affronte sa peur. Il affronte sa plus grande peur, qui est du coup le loup, la représentation du loup. Mais ouais, franchement, waouh, le chapeauté de grande claque, et je me suis surpris à sourire. Encore une fois, ça m'a tellement surpris. J'étais là: «Putain, merde, je suis en train de sourire». Je ne m'attendais pas à avoir une réaction autant naturelle par rapport à ce film. Je ne suis pas forcé, je ne me suis pas forcé à sourire, loin de là. Ça a été comme ça, tout simplement. Et donc, pour finir, je voulais parler donc du film dont on va discuter d'ailleurs, parce que ça fait un lien direct avec la phrase «Tu es ce que tu consommes». Wall-E, ce film de Pixar qui est sorti en 2008, qui est tellement en avance sur son temps. Vraiment, je l'ai regardé en fait à l'instant. Si tu veux, je l'ai regardé, là il est actuellement 1 heure du matin. Je suis un peu fatigué pour ainsi dire. Mais si tu veux, du coup, je l'ai écouté, je l'ai regardé il y a 2 heures, et
Et vu que c'est encore chaud, vu que c'est encore un peu chaud dans mon esprit, un peu voilà, c'est encore à vif, je voulais directement faire le podcast. Pourquoi? Parce que c'est un film qui le mérite. Parce que c'est un film, encore une fois, qui est novateur, mais tellement et avant-gardiste. Voilà, le mot est avant-gardiste. Putain, les humains sont dépeints comme bon, pareil, il y aura beaucoup de spoil. Encore plus encore Voyage de Chihiro et Chapeauté 2, voilà, j'ai quasiment un spoil. Mais là, par contre, Wally, je vais y aller plein pot. Après, c'est sorti en 2008. Ah, saoul. Il fallait regarder. Il fallait regarder. D'ailleurs, petit truc, juste avant de développer. Ça, c'est un des films. Ça fait partie d'un des plus grands films que je voulais aller voir au cinéma. Je voulais aller voir au cinéma. Du moins, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma, pardon. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu au cinéma. Je pense que ça doit être tellement marquant quand tu vois Wally du coup dans l'espace. Ça, c'est une scène qui m'a beaucoup touché quand tu le vois toucher les anneaux. Bon, c'est pas Saturne, je ne sais pas ce que c'est comme planète. Bon, ça doit être une planète imaginaire, bien sûr, mais du coup tu le vois quand il touche, ça doit être tellement sublime sur grand écran. Et putain, tu dois être tellement touché quand tu vois ça, quand t'es gamin et tout. Ça doit être tellement percutant de certaines façons, mais du coup je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu au cinéma. Je suis pas beaucoup allé au cinéma quand j'étais gamin, hein, c'est marrant. Ça a pas été quelque chose de très important, le cinéma vraiment à proprement parler. J'aimais bien, mais voilà, on n'y allait pas souvent. Je sais que je suis allé, ouais, le plus gros souvenir que j'ai du cinéma, c'était le Pirates des Caraïbes 4. J'y suis allé donc avec ma mère et avec mon frangin qui n'est plus de ce monde. Et on y allait le voir en 3D. Premier film qu'on allait le voir en 3D. Et à l'époque où le 3D est sorti, c'était vraiment novateur. Hein. T'étais en mode waouh, mais je vis le truc. Je ressens les choses. Et je me souviens que mon frère, du coup, ça c'est très touchant. C'est un truc, ça me prend un peu à la gorge pour être honnête. Mais il y avait un poulet devant lui. Et du coup, le poulet était en 3D. Il était en mode waouh, mais j'ai envie de bouffer le poulet. Et on avait les lunettes et tout. C'était waouh. C'était magistral. C'était le Pirate des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, le 4, qui est un mauvais film, objectivement. Je ne pourrais jamais dire que je ne l'aime pas. Parce que, bah, du coup, c'est lié à un souvenir très beau et très fort, très fort. Voilà, tout simplement. Bref, tout ça pour dire que le cinéma, ça a pas eu un gros intérêt, il y a pas eu un gros intérêt pour moi par rapport au cinéma quand j'étais petit. Par contre, ouais, quand j'ai grandi bien plus tard, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, bah, du coup, je papillonne, mais j'aime vraiment beaucoup développer les sujets. Le cinéma, du coup, j'y allais, en fait, pendant longtemps, je me disais: «Non, j'ai envie d'aller voir ce film, mais je vais pas y aller parce que j'ai personne avec qui y aller». Et je me privais de voir certains films dont j'avais vraiment envie de voir. Je me souviens, ouais, c'était Harry Potter. Non, c'était pas Harry Potter. C'était Les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques 2 ou 3, je sais plus. Et je voulais aller voir au cinéma, mais je me disais, ah, j'ai personne avec qui aller. Je veux pas y aller tout seul quand même. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais oh, c'est bon. Ah, tu vas pas t'empêcher de voir tous les films que t'as envie de voir parce que ah bah ouais, mes potes sont pas dispo, machin, ils veulent pas trop. C'est bon, tu vas aller le voir, même si t'es tout seul. Et du coup, il y a plein de films que je suis allé voir seul. Avatar 3, là, très récemment, je suis allé voir seul. Ouais, bah, la plupart des films que j'ai vus récemment, je suis allé les voir seul. Parce que, je sais pas, c'est un moment très, très particulier, même des films comme Oppenheimer. Oppenheimer, je sais que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et donc voilà, ouais, c'est quelque chose d'assez fort d'aller voir un film seul. Je trouve, hein, de mon côté. Mais du coup, voilà, pour revenir très rapidement à Wall-E, enfin très rapidement, non, pas très rapidement, parce que vraiment ce film mérite d'être développé, d'être développé pour son côté avant-gardiste, comme je te disais, parce que les humains, du coup, sont dépeints comme étant obèses, comme étant assistés par des robots, par l'intelligence artificielle, du coup, comme étant, pareil, omnubilés. Ça revient un petit peu ça revient un petit peu sur le sujet du début du podcast. Omnubilés par leur écran. Il y a une scène qui m'a profondément marqué. C'est deux personnages du coup qui sont côte à côte, qui se parlent et ils se parlent par écran interposé alors qu'ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont à côté, qu'ils peuvent directement communiquer. Et c'est tellement parlant par rapport à aujourd'hui. Il faut se rappeler, encore une fois, ce film date de 2008. Ce film date de 2008. Mais comment les gens qui étaient à Pixar ont fait pour savoir à quel point la technologie pouvait prendre la place de tellement de choses dans notre quotidien. On est tellement surassisté, enfin, c'est tétanisant. Hein. T'enlèves notre téléphone aujourd'hui, on est perdu, mais perdu de chez perdu.
et encore plus sur nos ordinateurs. On est tellement assistés, c'est abusé. Après, c'est comme ça, c'est le monde qui le veut, d'une certaine façon. Mais il faut s'en rendre compte à quel point on est, voilà, c'est ça, assisté. Je l'ai dit, je l'ai répété, mais c'est fort. C'est vraiment fort des gens de chez Pixar d'avoir compris ça à l'époque. À l'époque, putain. Et pareil, bah, sur l'obésité. Sur l'obésité, des gens qui n'arrivent même pas à se lever, qui sont obligés d'être sur des fauteuils roulants. Bah, ça, tu le vois aux États-Unis. Tu le vois aux États-Unis. Et c'est pareil, c'était pas, ça commençait à se développer, je pense, aux États-Unis en 2008. Mais, enfin, aujourd'hui, c'est l'hécatombe, quoi. Tu vois des Américains, un Américain sur deux sur des, bon, j'abuse, stats, c'est brostat, mais du coup, tu vois vraiment des Américains sur des fauteuils roulants. Et du coup, tu vois, ça fait un énorme parallèle avec Wall-E. C'est abusé, c'est absurde. C'est vraiment absurde de voir ça. Et c'est encore une fois, qu'est-ce qui les a emmenés dans cet état-là? C'est quoi? C'est ce qu'ils ont consommé, c'est tout ça. C'est ça qui ont fait qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consommé des écrans à gogo. Ils ont consommé, bah, du coup, l'assistance robotique à gogo et la bouffe à gogo. Et du coup, ils ont fini comment? Ils ont fini, à ne plus pouvoir se lever, à ne même pas se rendre compte, ça c'est pareil, c'est un insight qui m'a profondément marqué. Je crois que c'est une personnage qui dit: «Mais je savais même pas qu'on avait une piscine». Pourquoi? Parce qu'elle a été obnubilée par rapport à son quotidien, par rapport à tout ça, par rapport aux écrans, par rapport à tout. Et c'est pareil, c'est de la surconsommation. Ça critique tellement la surconsommation. C'est beaucoup, ouais, je dois consommer encore encore plus et toujours plus, parce que je suis pas assez, parce que c'est pas assez, parce qu'il me faut encore. Il me faut ma dose de dopamine, quoi, en fin de compte. Et ouais, ce personnage qui dit: «Mais putain, mais je me rendais même pas compte qu'on avait une piscine». C'est tétanisant, quoi. C'est vraiment tétanisant de se rendre compte que des fois, tu passes à côté de plein de choses. Moi, je le vois des à un moment, j'étais, au restaurant avec des amis et il y avait donc un papy avec sa petite fille et sa petite fille, elle était sur quoi? Elle était en train de discuter avec son papy de comment il avait vécu, de «Ah putain, comment t'as rencontré mamie?» plein de choses. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah rien, elle était sur son téléphone. Elle le calculait même pas et ça faisait de la peine. Ça faisait tellement de la peine et je me dis: «Mais putain, mais au bout d'un moment, tu vas t'en rendre compte peut-être». T'imagines, tu te rends compte, 10 ans après qu'il soit mort. Il est décédé. Tu te rends compte 10 ans après que tous les moments avec qui tu enfin tous les moments que t'as passés avec lui, t'étais pas avec lui. T'étais nulle part, t'étais sur quoi? Sur ton téléphone? Tu sais même pas ce que tu faisais à ce moment-là. Si, les personnes là qui m'écoutent actuellement, est-ce que la personne là, je te parle directement à toi. La personne qui m'écoute là actuellement, est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais sur ton téléphone hier? Est-ce que tu te rappelles d'une des vidéos sur TikTok que tu as scrollé hier? Non. Pourquoi? Parce qu'on consomme tellement de trucs, tellement de vidéos courtes, tellement de trucs que on s'en souvient plus. Il y a plus d'impact, il y a plus d'importance. Et du coup, c'est encore plus parlant par rapport aux gens qui t'entourent. Parce que du coup, t'es omnibulé par ton téléphone et du coup, ça fait vraiment très boomer, hein, on est d'accord. Le discours fait vraiment bien boomer, mais on est tellement omnibulé, tellement focus qu'on oublie totalement ce qui se passe. Je sais que j'ai une appli, j'ai téléchargé une appli il y a pas longtemps qui s'appelle Opal, il me semble. Attends, je vais regarder. Ouais, c'est ça, tout à fait, Opal. Et en fait, ça me bloque mes réseaux sociaux, pendant le travail notamment. Parce que, bah, quand je suis en salle de pause, bah, j'étais sur mes réseaux sociaux, du coup, je calculais personne, je parlais pas, mais j'ai tellement de choses à apprendre des gens. C'est dommage, tu vois? C'est dommage. Après, il y a plein de personnes dont tu pas forcément grand-chose à apprendre, bien sûr. Il y a des gens inintéressants, ça je ne le dis pas. Enfin, pas inintéressants, mais du moins par rapport à toi. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est les bouquins, c'est le côté, intellectuel des choses. Je sais même pas si ça se dit, mais bref, tu compris plus ou moins. Et il y a certaines personnes qui pourront pas m'apporter ça. Par contre, ils pourront m'apporter bien d'autres choses. Des concepts, que ce soit physiques, plein de choses. Plein de choses. Tout tout savoir est bon à prendre d'une certaine façon et toute discussion est bonne à prendre aussi. Et c'est là où je me rendais vraiment pas compte d'une certaine façon. J'étais là sur mon tel et je calculais pas. Bah alors que putain, c'est important quand même de vivre, de vraiment vivre. Pas juste être là, en fait, parce que t'es là, mais vraiment de vivre. Et ça, pareil, ça, hop, petite pirouette pour revenir au sujet de Wall-E. Bah, du coup, en parlant de Wall-E, il est déterminé au début à faire une seule et unique chose, c'est-à-dire nettoyer la planète. Il ne vit pas, il survit.
Enfin, il survit même pas, en fait, il est déterminé à ça. C'est le déterminisme de Sartre et ça se confronte, je trouve, après c'est mon interprétation par rapport à ce film, au concept de l'absurde de Albert Camus. Alors faut le savoir, je suis un grand fan d'Albert Camus. C'est un philosophe qui, moi, me touche particulièrement. J'ai lu, là, j'ai lu 2 bouquins, de lui. Je suis en train de lire le deuxième là. J'ai lu, du coup, L'étranger qui est un classique et je suis en train de lire La Peste et je sais qu'il a fait plein de choses. C'est vraiment un philosophe qui, moi, m'a beaucoup marqué parce qu'il a fait plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'il s'est pas cantonné à un seul genre, littéraire. Il a pas fait que des romans. Il a fait une pièce de théâtre, il a fait un essai avec le mythe de Sisyphe dont je vais parler après, bien sûr. Hem mais du coup, ouais, Albert Camus, moi, me touche particulièrement. Et là où je voulais en venir, c'est que Wall-E est déterminé. C'est un peu le mythe de Sisyphe, vous voyez? Il fait les mêmes choses en boucle, en boucle. Et ça, tu le vois au début. Il est seul et il fait les mêmes choses. Et il nettoie et il fait ses petits carrés qu'il empile encore et encore. Et c'est vraiment le mythe de Sisyphe. C'est vraiment le mythe de Sisyphe. Il est bloqué dans une boucle éternelle, comme Sisyphe, qui lui doit monter son rocher tout en haut de la montagne. Et quand il monte tout en haut, ça descend. Après, c'est différent parce que du coup, il y a l'aspect, il l'a fini et ça re ah non! J'allais dire c'est différent, mais non, en réalité. Parce que du coup, Wall-E, on voit qu'il fait des grandes tours de débris. Bah, du coup, quand il a fini une première tour, qu'est-ce qu'il fait? Il en refait une autre. Et encore et encore. Et du coup, c'est vraiment le mythe de Sisyphe. Et c'est là où c'est intéressant. C'est le concept du déterminisme et le mythe de Sisyphe. Et par contre, il y a l'absurde. Il y a l'absurde. L'absurde, c'est quoi? Du moins de ce que j'ai compris, hein, plus ou moins. C'est le fait d'accepter que la vie n'a pas vraiment de sens. Elle a pas de sens, mis à part celui, que tu lui donnes. Ta vie, elle a pas vraiment de sens. Enfin après, on a un concept, le concept de l'absurde, hein. Après il y a plein d'autres concepts, typiquement quelqu'un qui est religieux, il va penser que, Dieu c'est le sens de sa vie. Mais par contre quelqu'un qui est dans le concept de l'absurde, pour lui ça n'a pas vraiment de sens. Tout dépend de ce que tu lui donnes comme sens. Au début, le sens de la vie de Wall-E, c'est quoi? C'est de nettoyer, c'est de, voilà, faire ça. Et après, c'est quoi? C'est Eve. Parce que quand il fait la rencontre de Eve, tout change. Il découvre un autre être, qui il est amoureux. En plus, c'est vraiment, pour moi, c'est un film romantique, Wall-E. Ouais, c'est un vraiment film romantique, où, du coup, il a envie de passer du temps avec Eve, il a envie de lui tenir la main, tu le vois? Et c'est tellement incroyable de faire passer autant d'émotions. C'est tellement incroyable, d'autant que, du coup, les émotions qui te font passer dans le film, c'est pas par des dialogues, parce que du coup, ils ne discutent pas. Eve et Wall, ils ne discutent pas. Bon, il y a quelques bribes de mots, mais voilà, ils n'ont pas de longs dialogues. C'est par quoi? C'est par les actions et c'est par, aussi le faciès d'une certaine façon. Je sais que du coup, Eve, c'est plus simple parce qu'elle a un écran avec des yeux, donc tu vois quand elle est en colère, quand elle rigole, quand elle est contente. Par contre, Wall-E, c'est bien plus complexe parce que, du coup, c'est des yeux qui bougent, c'est vraiment très complexe et je trouve ça extrêmement fort, encore une fois, d'avoir pu faire passer l'émotion à travers, des personnages. Non pas par leur dialogue, mais vraiment par les personnages en eux-mêmes. C'est comme le film, Flow, le chat qui avait peur de l'eau. C'est des animaux, ils n'ont pas de dialogue, mais pourtant tu ressens ce qu'ils ressentent. Tu ressens la peur, tu ressens la colère, tu ressens la haine, tu ressens tout et je trouve ça tellement fort, je trouve ça incroyable de la part de gens qui arrivent à faire ça, de ces gens-là qui arrivent à faire ça, c'est incroyable et pour revenir du coup au concept, de l'absurde, ouais, le Wall-E, au bout d'un moment, ça son objectif, c'est quoi? C'est Eve, c'est d'être avec elle, c'est de passer du moment avec des moments avec elle. C'est ça, c'est son objectif et pareil, Eve, c'est pour ça que je trouve ça trop bien en termes de sous-texte, de sous-texte. Eve, au début, c'est quoi son objectif? Son objectif simple, c'est le comment ça s'appelle? Trouver une plante, de la végétation. C'est tout, c'est tout. Ah, au début, elle calcule pas Wall-E, hein. Il y a pas de nanani, il y a pas de nanana, hein. Il y a rien de tout ça. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, tu vois que ça change et un moment, ça m'a beaucoup marqué, Wall-E il est mal en point, il est à 2 doigts de crever et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'occasion de dire: «OK, vas-y meurs, je prends tout ce que j'ai voulu, donc c'est-à-dire la plante et je l'emmène et c'est bon. J'ai accompli ce que je voulais faire depuis le début». Mais non, elle repousse la plante, elle le jette même. Elle jette la plante. Pourquoi? Parce que son objectif est maintenant Wall-E et l'objectif de Wall-E est maintenant Eve et même pas parce que sur le moment, il prend la plante et il le donne à Eve et je trouve ça tellement fort comme scène. Oh, ça m'a tellement touché de voir ce petit robot là, pas bien et tendre, et de dire à celle qu'il aime: «Bah non».
Genre, vas-y, fais ce que t'as à faire, tu vois. Et Eve qui dit bah non, je peux concilier les deux du coup. Donc elle a concilié les deux, mais ouais, c'est vraiment un film qui moi m'a beaucoup touché. La scène qui m'a vraiment le plus touché, bien sûr, c'est la scène où du coup Wally est propulsé dans l'espace. On a l'impression qu'il est mort. Et t'es là, oh non mon dieu, vraiment c'est touchant parce que en plus tu le vois à la toute fin, il crie, c'est touchant. Et non, il est pas mort parce que du coup il a réussi à s'en sortir. Et là ils sont tous les deux dans l'espace et ils voltigent et ils dansent. Ils dansent et c'est là où je trouve ça magnifique, c'est que du coup il y a le capitaine qui demande à son ordinateur parce que du coup il est en train de se renseigner par rapport à la Terre, par rapport au concept humain et il demande qu'est-ce que la danse. Et du coup le robot lui dit ah bah la danse c'est le fait d'être en harmonie avec quelqu'un, de mouvoir son corps dans l'espace. Et tu vois Wally et Eve bouger, de flotter dans l'espace parce qu'en plus Wally lui ne peut pas le flotter. Par contre Eve oui, mais du coup maintenant il peut flotter parce qu'il bah, il est en apesanteur avec son extincteur. Du coup il bouge dans l'espace et tu vois, il danse, c'est une danse et c'est magnifique et il y a des couleurs dans tous les sens et tu ressens le lien. Tu ressens le lien qu'il y a entre Wally et Eve et je trouve ça aussi je trouve ça fait beaucoup se questionner, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est beaucoup c'est l'avènement de l'IA et tu te demandes est-ce qu'ils ressentent vraiment ces émotions? Parce que du coup c'est des intelligences artificielles, c'est des robots, mais ils ressentent ça? Enfin du moins dans le film, hein, je parle du film, je parle pas vraiment enfin si tu peux faire un parallèle avec la vraie vie, mais du coup, ils ressentent ça ou non? Parce que toi, techniquement quand on va rester sur le concept de l'amour. Quand tu es amoureux, est-ce que tu le ressens vraiment aussi? Qu'est-ce qui te différencie, toi qui es amoureux ou de Wally qui est amoureux? C'est quoi? Ah mais c'est parce que lui, c'est binaire, c'est une ligne de code. OK. Toi ce qui est différent toi ce qui est différent, c'est que toi, ça se passe dans ton cerveau. C'est une composante chimique. C'est une hormone qui s'appelle l'ocytocine en réalité, l'hormone de l'amour. Je l'ai vu, juste avant. J'avoue, j'ai regardé un petit peu juste avant parce que voilà, ouais, faut quand même non mais je savais que c'était l'ocytocine, mais j'avais oublié exactement, En fait, je confonds beaucoup, du coup, il y a l'ocytocine, il y a l'hormone du stress. Putain, c'est marrant parce que du coup, j'avais réussi à trouver l'hormone du stress naturellement, mais j'arrivais pas à trouver l'ocytocine. La sérotonine, il me semble que c'est l'hormone du stress. Mais du coup, voilà, tu plein d'hormones. C'est ça qui fait que t'as des émotions. Les émotions humaines sont-elles, du coup, plus importantes que les émotions, du moins là c'est fictif, hein, mais de ces robots-là? Qu'est-ce qui les différencie en réalité? Ah, mais c'est qu'eux, c'est une ligne de code. Ouais, mais toi, c'est voilà, c'est du chimique. C'est pareil, c'est du chimique, hein. Tu es ton cerveau. J'avais vu, je sais plus c'est qui, je crois que c'est quelqu'un qui m'avait raconté ou alors j'avais vu un truc là-dessus. C'est en fait, c'est une dame, une violoniste qui a une opération, à cerveau ouvert. Donc en fait, elle est pas anesthésiée. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire du violon en même temps et en fait, les médecins, quand ils touchaient des zones sensibles, bah, ils constataient qu'elle faisait des fausses notes et donc: «Ah bah, faut pas toucher là». Et pareil, bah, du coup, c'est pas anesthésié. Pourquoi? Parce que, bah, le cerveau n'a pas de nerfs. C'est-à-dire que si je t'ouvre c'est un peu glauque, mais si je t'ouvre le crâne et que je mets mon doigt dans ton cerveau, bon, tu vas crever d'infection, bien sûr, quelque temps plus tard, mais mais par contre, tu ressentiras rien parce que, bah, du coup, on n'a pas de nerfs au niveau du cerveau. Mais c'est dingue, ouais, de se questionner là-dessus, de se dire: «Putain, mais du coup, qu'est-ce qui est une vraie émotion? Qu'est-ce qui est la conscience?» Ça fait beaucoup se questionner là-dessus de qu'est-ce qu'on ressent en réalité? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que tu peux dire que que ces robots ne ressentent pas l'amour qu'ils ressentent? Tu le vois, qu'ils s'aiment, qu'ils ont envie d'être ensemble. Après, bien sûr, bon, du coup, c'est vraiment fictif, donc ça a été créé par des humains, bien sûr. Mais du coup, tu peux le retranscrire un petit peu, avec, aujourd'hui. Pareil, c'est des questions sur l'IA, comme je t'ai dit, c'est l'avènement de l'IA, donc il y a énormément de questions à se poser par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que voilà, alors objectivement, c'est un outil. C'est un outil. Je vais te prendre, l'exemple de ce que j'aime, l'animation. Au tout début, l'animation 2D était fait sur, papier. C'est-à-dire que du coup, tu devais faire chier à vraiment tout faire, sur papier et est arrivé à un moment l'animation numérique. Mais du coup, les gens qui étaient habitués à l'animation, sur papier, ils ont dit: «Mais non, mais l'animation numérique, ce n'est pas de la vraie animation, ce n'est pas tu ne ressens rien, c'est nul, c'est du faux». Tout comme aujourd'hui, ce qu'on dit par rapport à l'intelligence artificielle.
Après, bien sûr, il y a un juste milieu à avoir. Si tu fais comment dire? Tu le vois, si tu fais des vidéos par intelligence artificielle, tu vois que c'est beaucoup moins profond d'une certaine façon. Pour l'instant, parce que l'intelligence artificielle change énormément. Elle évolue, mais d'une vitesse, c'est presque, ça fait presque peur d'une certaine façon. Mais du coup, c'est pareil. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En réalité, c'est toujours plus complexe. Les choses sont toujours plus complexes que résumer bien ou mal tout le temps, H24. Et, et mais j'ai l'impression que l'humain aime bien mettre les choses dans des cases. C'est plus simple, tu vois, de dire ah ouais non mais là là c'est bien, là c'est mal. Non, c'est pas aussi simple en réalité. L'intelligence artificielle peut être utilisée comme un outil. C'est un outil. Je sais plus. De toute façon, c'est une image assez récurrente. Tu sais, c'est comme un couteau. Tu peux le couper une tomate pour le donner à des orphelins, ou alors tu peux planter des gens. Tout dépend de ce que t'en fais. Comme l'intelligence artificielle, tu peux l'utiliser pour te faire une recette de cuisine. Par contre, il y en a qui l'utilisent pour mettre des femmes nues ou des hommes nus. Donc en fait, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu mets dans le même sac quelqu'un qui l'utilise pour je vais prendre mon exemple, encore une fois. On va prendre mon exemple. Je fais de l'animation 2D. Par contre, donc je fais mon dessin, mes couleurs primaires, etc. Par contre, l'ombrage et la texture, je demande à une intelligence artificielle de le faire. Ou surtout au niveau des fonds, etc. Pas au niveau des personnages, mais au niveau des fonds. Parce que c'est tellement long. Est-ce que moi, je mettrais 3 heures à faire? Elle met même pas, même pas 5 minutes, quoi. Et c'est 1000 fois mieux que ce que je peux faire en 3 heures. Alors bien sûr, je pourrais apprendre, je pourrais machin, je pourrais truc, mais pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est là. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi se dire: «Ah non, mais bah, de toute façon, je vais le faire parce que sinon tu ressens rien». OK, mais du coup, moi je ressens des choses quand je regarde mes vidéos. Quand je regarde, la vidéo hommage à mon frère, je ressens quelque chose derrière. Et je trouve ça en fait insultant d'une certaine façon de dire: «Non, mais du coup, c'est l'intelligence artificielle». Parce que ces gens-là, tu ne leur dis pas que c'est de l'intelligence artificielle, ils ressentent des émotions. Il y a plein d'œuvres ouais, d'œuvres qui ont été faites par IA, et en fait, au bout d'un moment, quand ils sont au courant que c'était fait par IA, «Ah bah non, en fait, c'est nul». Mais non, mais les choses ne marchent pas comme ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est, la vidéo du précepteur, sur l'intelligence artificielle que je vous conseille, même toutes ces vidéos en réalité, mais l'intelligence artificielle où il aborde ça, le fait de dire: «Mais putain, mais tu ne peux pas dire que ça ne t'a pas donné d'émotion alors que c'est le cas. Tu ne peux pas dire que l'intelligence artificielle ne propage rien alors que, si je ne te dis pas que c'est ça qui c'est ChatGPT qui a créé ce texte, qui t'a ému, tu ne peux pas dire que ça ne t'a pas ému, ou alors dès lors que tu le sais, en fait, c'est de la mauvaise foi, tout simplement. C'est de la mauvaise foi, et en plus, ouais, j'avais vu, il y avait un livre qui a été, fait par un philosophe, et à l'aide d'une intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle avait fait une grosse partie de l'œuvre, et après, le philosophe avait amélioré certaines choses. Mais du coup, voilà, et les gens étaient là: «Waouh, incroyable! Ah mais du coup, ah c'est de l'IA. Ah ouais, non, mais du coup, ça perd tout son intérêt». Mais non! Non! Les concepts que cette intelligence artificielle a développés, c'est bien réel. C'est là, c'est devant toi, ça t'a fait de l'émotion, ça t'a fait te questionner sur ta vie, sur comment tu vois les choses. Ce n'est pas du vent, c'est réel. Et dans tous les cas, t'as pas le choix. Comme, du coup, ce que je te disais par rapport à mon domaine, à l'animation, les gens qui étaient, très réfractaires par rapport à l'animation numérique, étaient là: «Ah non, c'est de la merde». Ils ont pas réussi à s'adapter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont disparu. Simplement. Après, il y a toujours des gens qui font de l'animation sur papier, hein. Typiquement les studios Ghibli, même s'il me semble qu'ils allient, animation numérique à animation, papier, il me semble, hein, je suis pas sûr, mais il me semble. Mais du coup, tu vois qu'en fait, si tu ne t'adaptes pas aux outils qui sont devant toi, tu ne peux rien faire. Tu pourras rien faire. Tu as pas le choix dans tous les cas. C'est là. Faut que tu t'adaptes. C'est soit ça, soit tu disparais. T'as pas le choix. C'est triste, je suis d'accord, bien sûr. Il y a toujours des questionnements, hein. Je ne dis pas que l'IA, c'est tout beau, tout rose, hein, bien sûr. Il y a des questionnements à se poser par exemple, les droits d'auteur, et cetera. C'est des questions, normales. C'est bien sûr, il faut se poser des questions, je ne le nie pas. Par contre, nier que ça apporte du bon dans le domaine médical, typiquement. Ouais, l'intelligence artificielle, c'est horrible, c'est nul. Oh mais tu dis ça, tu veux dire ça à des gens qui sont aveugles, ou alors qui ont des problèmes de vue ou des problèmes d'audition, ou alors quelqu'un qui a perdu un membre et qui est relié à l'intelligence artificielle, et donc qui peut l'aider. Ça peut aider, ça peut aider, ça peut être novateur. Ça l'est déjà en plus. Ça, il y a déjà plein de choses qui sont développées là-dessus.
C'est bien, c'est une bonne chose pour l'être humain, d'une certaine façon. Bien sûr, ça dépend de ce que t'en fais. Encore une fois, c'est comme tout. C'est comme plein de choses. C'est comme Internet, quand c'est sorti. Internet, bon bah quand c'est sorti, bon il y avait pas grand-chose. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu quoi? Il y a eu porno, je suis d'accord. Mais tu peux voir plein de choses aussi. Tu peux voir d'autres choses que des femmes nues ou que des hommes nus. Tu peux voir, je sais pas, bah c'est comme ça typiquement que je me suis intéressé à la philosophie. C'est comme ça. En réalité, ça a beaucoup forgé plein de gens, ma génération, Internet. Après, on n'a pas grandi directement avec, mais tout de même. Ça nous a forgé, ça nous a montré, plein de choses de la vie. Plein de choses qui qu'on aurait peut qu'on aurait même sans doute, jamais connues sans internet. Mais oui, mais derrière par contre internet, tu le dark web et t'as as, mmh, de la criminalité horrible aussi. T'as des trucs horribles sur internet, bien sûr. T'as de l'harcèlement, t'as du chantage au suicide, t'as plein de choses. Mais t'as aussi de belles choses. T'as aussi des gens qui ont fait des cagnottes pour leur enfant malade. T'as des gens qui rencontrent des gens sur internet et après qui les rencontrent dans la vraie vie. Ils sont là et ils s'aiment. Tu vois? Tu peux pas résumer les choses par un prisme. Tu ne peux pas résumer les choses à ah non mais c'est de la merde. De toute façon tout ce qui en découle c'est nul. Non, c'est pas possible. Il y a des choses belles et des choses mauvaises. C'est comme ça. Il faut l'accepter et encore une fois il faut en être conscient. Je pense avoir fait le tour. J'aime bien, en tout cas, comment j'ai développé la chose. On est à combien? On est à 47 minutes, plus ou moins, à peu près. Je suis content. Je suis vraiment content. J'ai pu vraiment bien développer la chose. Mais ça fait chier parce qu'à chaque fois, j'ai toujours ce truc de me dire, ah putain, j'ai oublié ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Donc c'est pour ça, j'essaie de prendre un peu la réflexion. Donc c'est normal s'il y a des coupures. Ne t'en fais pas. Je pense avoir fait le tour, honnêtement, j'ai bien développé la chose, je suis content de ce que j'ai fait dans ce Au coin du feu numéro 3. Bien sûr, il a pas duré autant de temps, quoique, franchement, on est quoi là? À quasiment 50 minutes, je suis content. Franchement, je suis content, c'est bien. Il y a de l'amélioration, même en termes, d'aisance oratoire. Je le vois par rapport au premier podcast. Oh là, le premier podcast, c'était pas vraiment je le réécoute aujourd'hui, je suis pas fier de ce podcast. Alors que quand je l'ai posté, par exemple, j'étais: «Ah putain, pas mal, c'est marrant, hein». Et après, bien sûr, je suis moins fier au fur et à mesure du temps, comme mes premières vidéos. Les premières vidéos, de toute façon, je les ai mis en je les ai archivées. Je les ai archivées parce que, bah, là, bien sûr, je suis pas très fier. Je suis pas très fier, elles sont pas intéressantes et même en termes d'art, c'est pas ce que j'aime. Ce n'est pas du tout ce que j'aime. Ah, je sais pas si j'ai développé ça. Le fait de ne pas partir dans l'extrême opposé. Il me semble pas. Je vais lui dire et puis après si jamais, je l'ai dit, bon bah tant pis, je couperai. Je couperai. Mais du coup, là où je voulais en venir aussi, c'est que le fait de se dire: «OK, je suis ce que je consomme, donc je vais tout faire pour ne rien consommer de nocif ou rien consommer vraiment de compliqué». J'ai parlé à un copain qui me parlait de la famille Rothschild et donc après je sais pas si c'est vrai, c'est voilà, c'est lui qui m'a expliqué, mais que, bah, ils font super attention vraiment à ce qu'ils mangent. C'est vraiment il y a pas un seul écart, vraiment pas un seul, c'est millimétré et je trouve ça triste, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas. Encore une fois, se faire plaisir de temps en temps, ça coûte quoi? Ça te coûte quoi? C'est même mieux. D'une certaine façon, tu vis en fait, tu vis, tout simplement. C'est une question d'existence. Tu prends du plaisir à manger. Manger, c'est honnêtement, je pense que c'est une des choses les plus primaires de en termes de bonheur et de satisfaction. Tu manges un bon plat, tu le ressens, tu ressens les émotions par rapport à cela. Et je trouve que ah oui putain, il y a plein de trucs en fait. J'ai en train de du coup de repenser à certaines choses, que je devais expliquer, que je devais dire par rapport à, bah, à l'intelligence artificielle. Mais je vais déjà finir, sur le fait, de partir dans l'extrême, dans la croisade contre donc les plaisirs qui semblent, être nocifs. Mais non, absolument pas. Il faut trouver un entre-deux, toujours. C'est un précepte de vie, assez intéressant. Oui, petite chose que j'ai oublié aussi, c'est que l'intelligence artificielle, du coup, il y a des gens qui sont totalement réfractaires et je peux le comprendre, il y a des raisons, voilà, tout à fait. Par contre, il y a pas longtemps, j'étais sur TikTok et tout et je scrollais et cetera et au bout d'un moment, je tombe sur, une artiste qui a fait un dessin et bon, son dessin ressemblait beaucoup à un dessin de ChatGPT, je le nie pas. Donc je vais dans les commentaires et là, je vois une ribambelle de gens: «Ouais, t'as pas honte, hem,
tu voles le travail des autres, etc. T'es pas une vraie artiste, nanani nanana. Des gens vraiment très névrosés, et il y a eu des insultes, et machin. Et je me dis, mais putain, mais dans quel monde vit-on? Je vais DM la personne, je dis ouais machin, j'ai vu enfin les commentaires de cette vidéo, j'espère que ça va. Elle me dit bon bah ouais ça va, mais ça me touche pas particulièrement, mais bon j'ai quand même reçu des MP, de menaces de mort, enfin des menaces physiques, des insultes etc. Donc ouais c'est pas évident. Je dis ah putain mon dieu mais quelle horreur. Et ça m'a fait rire parce que du coup elle avait répondu en vidéo à donc au dessin où il y avait tous les mauvais commentaires, et en fait cette vidéo-là montrait le cheminement qu'elle a fait pour faire ce dessin, manuellement, sur un logiciel, à la main, sans intelligence artificielle. Et là par contre il n'y avait pas ces personnes qui sont venues dans les commentaires pour leur dire ah bah je suis désolé, pour lui dire ah je suis désolé, putain je me suis trompé. Non, j'étais horrible avec toi. Pourquoi? Parce que c'est une chasse aux sorcières en fait en réalité. C'est dire ouais mais non mais ça c'est de l'IA, c'est de la merde. Et tu le vois beaucoup dans le domaine artistique. En réalité c'est vraiment de la politique. Je rattache ça à de la politique dans le sens où c'est tu ne penses pas comme moi, je vais essayer de te détruire. T'as pas la même vision que moi sur le monde, sur ce concept-là, ok, je vais te détruire. Je vais tout faire pour que ta vie soit une horreur. Mais c'est inhumain. C'est inhumain. Honnêtement, c'est inhumain. Ouais, je prends vraiment l'exemple de la politique parce que, ah, ok, toi t'es de gauche, je vais t'anéantir. Si j'ai l'occasion même de te faire mal, je le ferai. Et combien de personnes se battent pour des opinions politiques? Ah, t'es de gauche, t'es de droite, bah pareil. Je suis un antifa, donc je vais te péter les genoux. Voilà. C'est, c'est une horreur. Je trouve, de mon point de vue, c'est vraiment une horreur de vouloir partir dans une croisade contre les gens qui ne pensent pas comme toi, parce que c'est horrible. Moi, j'ai la bonne façon de penser, de toute façon. Tu vois? Moi, j'ai la bonne façon de penser, donc c'est normal que les gens veuillent, enfin, que je veuille que les gens, que les autres pensent comme moi. C'est normal, et bien sûr, et après, sinon, ils sont intolérants, sinon, c'est horrible. Enfin, je pense que ces gens ne se rendent pas compte de ce genre de façon de penser, à quel point ça peut être nocif, à quel point ça peut être dangereux aussi. Ça peut être terriblement dangereux. Cette dame a reçu des menaces parce que elle a fait un dessin qui ressemblait à une IA. Quand bien même, ok, quand bien même, elle a fait ce dessin par un prompt, avec ChatGPT. Ok. Est-ce que ça mérite de recevoir des messages de mort? Est-ce que ça mérite de recevoir des insultes? Ça mérite tout ça? Elle mérite tout de se faire insulter, de se faire menacer? Parce que, oh mon Dieu, elle a l'outrecuidance d'avoir utilisé ChatGPT pour faire un dessin. Je ne pense pas. Alors certes, tu peux ne pas être d'accord en disant putain, mais ça nique un peu l'industrie, etc. Vraiment, il faut essayer, machin, il faut pas juste être normal en fait. Parce que c'est pareil, les réseaux sociaux, ça a emmené beaucoup de névrose, beaucoup de ouais bon bah de toute façon je suis dans l'anonymat donc je peux tout faire. Je peux t'insulter, je peux faire des choses que je ne ferais pas dans la vraie vie dans tous les cas. C'est horrible. C'est d'une enfin, je trouve que c'est juste d'une horreur affligeante. C'est pour ça que j'essaie vraiment de m'en détacher personnellement. J'essaie vraiment, bah, comme je t'ai dit par rapport à Opal, le logiciel, ouais, l'appli là, qui me bloque mes réseaux sociaux, qui bloque tout. Mais mon Dieu, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, et puis après tu reprends du recul et tu te dis mais j'ai passé tellement de temps sur X, X en plus c'est la poubelle d'internet, c'est vraiment horrible. J'ai pris le pire exemple, mais genre sur Twitter, enfin X du coup, sur Insta, regarder les commentaires, des machins, des débats entre guillemets débats, parce que ça n'existe pas des débats. J'en avais parlé dans le podcast précédent. C'est Ça n'existe pas. Mais bon, c'est assez triste. Mais j'ai quand même bon espoir d'une certaine façon pour certaines personnes qui essayent de prendre le temps de se développer intellectuellement, et aussi de développer leur côté humain, de ne pas partir dans l'exact opposé en voulant détruire les autres. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont quand même dans cette démarche-là. Bien sûr, c'est pas évident d'entendre des gens qui n'ont pas la même opinion que toi. Je suis le premier à être vexé pour des gens qui ne pensent pas comme moi, mais après c'est comme ça. Tu peux pas convaincre des gens qui ont toujours pensé comme ça que ta version est la bonne. Et peut-être que même ma version n'est pas la bonne. Peut-être que tout ce que je te raconte n'est pas vrai. Voilà. Là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est vraiment la joie de parler avec quelqu'un qui est, mince, j'ai oublié le terme. J'ai oublié le terme en philosophie.
Relativiste, voilà, je suis relativiste, je suis un énorme relativiste et c'est horrible parce que du coup je te fais des trucs et après je dis: «Oh mais de toute façon tout est relatif». Voilà, c'est beau. Tu peux pas discuter avec moi. C'est horrible. C'est le voilà, franchement, c'est le pire podcast qui existe parce que je serai toujours là à dire: «Ouais mais c'est relatif, tout est relatif, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses» et c'est vrai, mais du coup je peux pas parler sans faire de généralité, sans mettre, les gens dans des cases. C'est comme ça. Je critique ça et je le fais en même temps. C'est étrange, mais c'est ainsi. Bref, je pense avoir tout dit pour le coup là, j'ai bien réfléchi, ouais, je pense, vraiment avoir tout dit. C'est la deuxième version du Au coin du feu numéro 3. J'en avais déjà fait une première version, mais celle-ci, j'en suis beaucoup plus fier. J'ai beaucoup plus, réussi à développer mes idées d'une meilleure façon, d'une plus belle façon. Donc voilà, je suis plutôt content pour ainsi dire. J'espère que t'as pris beaucoup de plaisir à m'écouter. Bon, du moins, pas beaucoup, mais t'as pris du plaisir à m'écouter. En tout cas, moi j'en ai pris à te raconter tout cela. Alors, je te souhaite de prendre soin, enfin, j'ai encore du mal avec l'outro, hein, honnêtement, hein, faut se le dire. L'outro, c'est toujours compliqué. L'intro est légendaire, pour ainsi dire, mais l'outro, waouh, c'est vraiment difficile. Faut vraiment que j'essaie d'y travailler. En plus, à chaque fois, je me dis: «Allez, faut trouver une outro, faut trouver une outro» et à chaque fois, j'arrive pas. Je sais pas comment dire au revoir. Et bah, écoute, j'espère que tu iras bien. C'est nul, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est nul! Mais je pense que je vais même pas couper parce que c'est vachement drôle, mais vraiment, prends soin de toi et ça m'a fait plaisir de parler. À la prochaine. Ah, attends, à la prochaine au coin du feu. Voilà, c'est bon, on la refait d'une version clean, OK. C'est n'importe quoi, ce fin de putain, le podcast était clean jusqu'à la fin, quoi. La fin, c'est n'importe quoi. Bon, c'est vachement drôle quand même. Hem Écoute, prends soin de toi et je te dis à la prochaine au coin du feu. Ciao. Oui, c'est bon, c'est la bonne, on est bon.